En ce moment même, quelque part dans cette immense galaxie, une civilisation intelligente observe peut-être le ciel en se demandant si quelqu'un d'autre existe. Elle possède peut-être des villes, des technologies, peut-être même des vaisseaux spatiaux. Mais cela n'a aucune importance. Prenez un instant pour laisser cette idée s'installer. Pas l'idée que des extraterrestres existent. Beaucoup de gens considèrent cela comme probable. Non, l'idée qui va suivre est bien plus troublante. L'idée que même s'ils existent, même s'ils sont des millions, même s'ils ont construit des civilisations d'une splendeur que nous ne pouvons pas imaginer, cela ne fait aucune différence pour nous. Car entre eux et nous se dressent les lois fondamentales de la physique. Et ces lois ne négocient avec personne. Même si 1 million de civilisations étaient dispersées à travers la Voie lactée à cet instant précis, les lois de la physique auraient construit une prison autour de chacune d'entre elles. Pas une prison d'ingénierie primitive. Une prison de distance mesurée en années-lumière. Une prison d'énergie inscrite dans le tissu même de la relativité. Une prison de temps qui efface toute structure et toute société. Ce dont nous allons parler aujourd'hui ne concerne pas la question de savoir si les extraterrestres existent. Cette question, aussi fascinante soit-elle, est en réalité secondaire. Car même si nous savions avec certitude que des civilisations intelligentes peuplent la galaxie par millions, cela ne changerait pas grand-chose à notre situation pratique. Il s'agit de comprendre pourquoi l'univers lui-même rend effectivement impossible pour n'importe lequel d'entre eux d'atteindre un jour la Terre. La barrière n'est pas l'intelligence. La barrière, c'est la réalité elle-même. Les mêmes lois qui permettent aux étoiles de brûler, qui maintiennent les planètes en orbite, qui font que la lumière voyage à la vitesse qu'elle a, ces mêmes lois construisent une cage invisible autour de chaque civilisation dans l'univers. Et cette cage n'a pas de serrure, parce qu'elle n'est pas faite de barreaux. Elle est faite de distance, d'énergie et de temps. Si vous souhaitez comprendre le seul argument sur la vie extraterrestre dont presque personne ne parle, celui qui ne repose pas sur la croyance, mais sur la physique brute, installez-vous confortablement, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie parmi d'autres. C'est un raisonnement construit brique par brique sur les fondations les plus solides que la science possède. Les mêmes équations qui permettent aux satellites de fonctionner, aux centrales nucléaires de produire de l'électricité et aux horloges atomiques de maintenir le temps avec une précision de milliardième de seconde. Ces équations ont quelque chose à nous dire sur les extraterrestres. Et ce qu'elles disent est à la fois fascinant et profondément dérangeant. Et maintenant, commençons. Regardez le ciel nocturne par une soirée claire. Trouvez 2 étoiles qui semblent presque côte à côte, presque en contact, comme 2 lumières jumelles épinglées dans du velours noir. Vos yeux vous disent qu'elles sont proches l'une de l'autre. Votre cerveau accepte cette impression sans résistance. Il voit un dôme au-dessus de lui, une surface parsemée de points lumineux. C'est la première erreur. Et c'est une erreur que nous commettons tous, chaque soir, sans exception. Nous la commettons quand nous pointons du doigt 2 étoiles en disant qu'elles sont voisines. Nous la commettons quand nous contemplons la Voie lactée en pensant que c'est un ruban de lumière compact et accessible. Et nous la commettons surtout quand nous imaginons qu'un vaisseau spatial pourrait simplement naviguer d'un point lumineux à un autre, comme un voilier traverse la Méditerranée d'une île à l'autre. Ces 2 étoiles peuvent être séparées par des dizaines d'années-lumière. L'une pourrait être relativement proche, peut-être une naine rouge à seulement quelques années-lumière. L'autre pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de distance, une étoile bleue massive brûlant bien au-delà. Elle ne semble proche que parce que votre vision compresse la profondeur en une image plate. Le ciel nocturne n'est pas un plafond. Ce n'est pas une surface. C'est une structure tridimensionnelle si vaste que votre système visuel ne peut pas la traiter avec précision. L'évolution a préparé le cerveau humain à évaluer les distances à travers les forêts, les plaines, les rivières. Elle nous a donné une perception de la profondeur suffisante pour attraper une balle au vol, pour estimer si un prédateur est trop proche, pour juger si nous pouvons sauter par-dessus un ruisseau. Mais
Elle ne nous a pas préparés à interpréter des distances mesurées en milliers de milliards de kilomètres. Ce n'est pas un défaut. C'est simplement que l'évolution n'a jamais eu besoin de résoudre ce problème. Aucun de nos ancêtres n'a survécu ou péri parce qu'il estimait mal la distance jusqu'à Sirius. Alors l'esprit simplifie. Il aplatit. Il transforme l'incompréhensible en quelque chose de gérable. Il projette l'infini sur un écran plat et nous dit que ce qu'il voit est la réalité. Cet aplatissement est inoffensif quand vous estimez la distance jusqu'à un arbre. Il devient catastrophique quand vous estimez la distance jusqu'à une étoile. Le système stellaire le plus proche au-delà de notre Soleil est Alpha du Centaure, situé à environ 4,24 années-lumière. Le nombre semble petit, il tient facilement dans une phrase. Mais une année-lumière n'est pas une unité anodine. C'est la distance que la lumière parcourt en un an, se déplaçant à environ 1,80 milliard de kilomètres par heure. Une année-lumière équivaut à presque 10 000 milliards de kilomètres. Multiplié par 4,24, et l'étoile la plus proche se trouve à environ 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. Si vous tentiez de compter jusqu'à 40 000 milliards, à raison d'un nombre par seconde sans vous arrêter, il faudrait près de 800 000 ans pour terminer. Vous commenceriez bien avant la construction des premières cités. Des civilisations entières se lèveraient et s'effondreraient avant que vous n'atteigniez le dernier nombre. C'est la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. Pas une étoile de l'autre côté de la galaxie. Pas un objet exotique au bord de l'univers observable. La plus proche. L'intuition humaine échoue à cette échelle parce que rien dans la vie quotidienne ne nous y prépare. L'océan Atlantique semble vaste, avec ses quelques 5000 km de large, entre Brest et New York. Mais vous pourriez insérer cette distance dans l'écart entre la Terre et Alpha du Centaure, plus de 8 milliards de fois, 8 milliards d'océans Atlantiques mis bout à bout, et vous n'arriveriez toujours pas. Et Alpha du Centaure est considéré comme proche. Prenons un instant pour intérioriser ce que cela signifie. La distance entre Paris et Lyon est d'environ 465 km. Un TGV la parcourt en moins de 2 heures. Pour atteindre Alpha du Centaure, il faudrait effectuer ce trajet Paris-Lyon environ 86 milliards de fois. 86 milliards de voyages en TGV mis bout à bout pour atteindre la banlieue la plus proche de notre Soleil. Ou pensez-y autrement. La Terre se trouve à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Cette distance, les astronomes l'appellent une unité astronomique. Alpha du Centaure est à environ 268 000 unités astronomiques. La lumière du Soleil met environ 8 minutes à nous atteindre. La lumière d'Alpha du Centaure met 4 ans et 3 mois. Pendant ces 4 années, cette lumière traverse un vide absolu sans rencontrer un seul obstacle significatif. Éloignez-vous un peu et les distances croissent rapidement. L'étoile brillante Sirius se trouve à 8,6 années-lumière. Vega est à environ 25 années-lumière. Ce sont des étoiles visibles à l'œil nu. Des étoiles qui apparaissent comme des points dans le même ciel, pourtant séparées par des distances qui nécessiteraient des dizaines de milliers d'années à traverser à la vitesse de nos engins spatiaux les plus rapides. La Voie lactée elle-même s'étend sur environ 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre. Pour saisir cette dimension, imaginez que vous puissiez voyager à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. À cette vitesse, vous parcouriez la distance Terre-Lune en un peu plus d'une seconde, la distance Terre-Soleil en 8 minutes. Vous quitteriez le système solaire en quelques heures. Et pourtant, même à cette vitesse vertigineuse, il vous faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie. La lumière, le phénomène le plus rapide de l'univers, nécessite 100 000 ans pour accomplir ce voyage. Pas un vaisseau, pas une sonde. La lumière elle-même, le messager le plus rapide que la physique autorise. Quand les gens imaginent des civilisations extraterrestres visitant la Terre, ils se représentent rarement
où ces civilisations seraient réellement situées. Ils imaginent des voisins proches. Ils imaginent des voyages similaires aux longues traversées terrestres. Difficiles, mais réalisables avec suffisamment de détermination. Mais les étoiles ne sont pas disposées comme des villes le long de la côte méditerranéenne. Elles sont dispersées dans un volume d'espace si immense que même les étoiles voisines sont séparées par des milliers de milliards de kilomètres de vide absolu. La distance moyenne entre les étoiles dans notre région de la galaxie est d'environ 4 à 5 années-lumière. Cela signifie que chaque étoile existe à l'intérieur d'une sphère de vide de plusieurs milliers de milliards de kilomètres de diamètre avant de rencontrer la suivante. Imaginez réduire la Voie lactée entière à la taille de la France métropolitaine. À cette échelle, chaque étoile deviendrait un grain de sable. Le grain le plus proche pourrait se trouver à quelques centimètres. Le prochain grain prometteur, avec une planète potentiellement habitable, pourrait être à plusieurs mètres. Des civilisations séparées par des milliers d'années-lumière seraient séparées par des distances équivalentes à traverser des régions entières, de Paris à Marseille, de Lille à Toulouse. La majeure partie de la carte serait vide. Ce vide n'est pas poétique, il est géométrique. La galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, mais elle contient aussi une quantité incompréhensible d'espace entre elles. La densité est faible, les séparations sont immenses. Même si la vie intelligente apparaît autour de nombreuses étoiles, la séparation moyenne entre les civilisations se mesurerait probablement en centaines ou milliers d'années-lumière. Supposons de manière optimiste qu'une étoile sur 1 million abrite une civilisation intelligente. La Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. Cela impliquerait peut-être 400 000 civilisations dispersées à travers la galaxie. Ce nombre semble énorme, mais répartissez ces civilisations uniformément dans un disque de 100 000 années-lumière de diamètre et de milliers d'années-lumière d'épaisseur, et la distance moyenne entre civilisations voisines devient immense. Pas 4 années-lumière, pas 10, probablement des centaines, voire plus. La géométrie domine. Et la géométrie ne se soucie pas de l'intelligence de ses occupants. C'est un point crucial qui mérite d'être souligné. Quand nous pensons aux extraterrestres, nous avons tendance à imaginer que leur avance technologique résoudrait tous les problèmes que nous jugeons insolubles. Si une civilisation est d'1 million d'années plus avancée que nous, pensons-nous, elle doit avoir trouvé un moyen de voyager entre les étoiles. Mais cette logique contient une erreur fondamentale. Elle suppose que tous les problèmes sont des problèmes d'ingénierie. Or, certains problèmes ne sont pas des problèmes d'ingénierie. Ce sont des problèmes de géométrie. Et la géométrie de l'univers n'est pas un obstacle à contourner. C'est le cadre à l'intérieur duquel tout doit se passer. C'est là que l'illusion du ciel nocturne devient dangereuse. Car quand nous levons les yeux, nous voyons de la luminosité sans profondeur. Nous voyons des points sans volume. Nous imaginons de la proximité là où il n'en existe pas. Les étoiles semblent atteignables parce qu'elles semblent proches, mais leur proximité est une projection créée par les limitations de la perception humaine. Chaque hypothèse sur la visite extraterrestre commence par cette projection. Elle commence par l'idée que les étoiles sont des destinations séparées par des voyages longs mais gérables, qu'elles sont comme des îles à travers un océan qu'un vaisseau suffisamment avancé pourrait traverser. La réalité est plus dure, et elle est plus dure d'une manière que notre expérience quotidienne ne nous permet pas d'anticiper. L'espace entre les étoiles n'est pas un océan rempli de courants et de vents. C'est un vide si complet qu'il contient en moyenne environ 1 atome par centimètre cube. Pour comparaison, l'air que vous respirez contient environ 25 milliards de molécules par centimètre cube. Le milieu interstellaire est des milliers de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. C'est presque rien. Ce néant s'étend sur des années-lumière dans chaque direction. Traverser d'une étoile à une autre, ce n'est pas voyager à travers un terrain. C'est traverser l'absence. Il n'y a pas de point de repère, pas de station de ravitaillement,
pas de pierre de guet naturelle, seulement de la distance mesurée en milliers de milliards de kilomètres. Un voyageur interstellaire ne verrait presque rien pendant la quasi-totalité de son voyage. Pas de planète, pas d'astéroïdes, pas de comètes, juste un vide noir ponctué d'étoiles distantes dont les positions relatives changeraient imperceptiblement au fil des décennies. L'isolement serait total et d'une durée que l'esprit humain peine à concevoir. Et la distance ne négocie pas. Si une civilisation extraterrestre existe autour d'une étoile à 500 années-lumière, alors même la lumière nécessite 5 siècles pour nous atteindre depuis leur position. Un vaisseau spatial voyageant à une fraction de la vitesse de la lumière nécessiterait des milliers d'années. Étendez l'échelle encore. Une civilisation à 5000 années-lumière nécessiterait 50 000 ans à 10% de la vitesse de la lumière. Ce ne sont pas des nombres abstraits, ce sont des conséquences de la géométrie. La galaxie n'est pas un quartier. C'est un archipel où chaque étoile est une île isolée, entourée d'océans de vide. Et contrairement aux archipels terrestres, où les courants marins, les oiseaux migrateurs et les graines flottantes créent des connexions biologiques entre les îles, l'archipel stellaire n'offre aucune connexion naturelle. Rien ne dérive d'une étoile à l'autre. Rien ne se propage de système en système, sauf la lumière. Et la lumière voyage en ligne droite, indifférente à tout ce qu'elle pourrait rencontrer ou ne pas rencontrer en chemin. Même si une civilisation est avancée, même si elle possède des technologies bien au-delà des nôtres, elle ne peut pas rendre la galaxie plus petite. Elle ne peut pas rapprocher son étoile de la nôtre. Elle ne peut pas réécrire la disposition de la Voie lactée. La distance est le premier mur. Avant que nous considérions la propulsion, avant que nous considérions l'énergie, avant que nous considérions les limitations d'ingénierie, nous devons d'abord affronter l'échelle elle-même. Et cette échelle est trompeuse. Elle est trompeuse parce que les nombres que nous utilisons pour la décrire, 4 années-lumière, 100 années-lumière, 1000 années-lumière, semblent raisonnables quand ils sont écrits sur une page ou prononcés dans une phrase. Ils tiennent dans notre langage, mais ils ne tiennent pas dans notre intuition. Notre cerveau traite 4 années-lumière comme il traiterait 400 kilomètres. Il met le nombre dans une boîte mentale étiquetée, loin mais pas impossible. Et c'est là que réside l'erreur fondamentale. Car 4 années-lumière ne signifie pas loin. Cela signifie 40 000 milliards de kilomètres de vide absolu. Et il n'existe aucun raccourci, aucun courant favorable, aucune route plus directe à travers ce vide. Car une fois que vous avez véritablement absorbé les distances impliquées, une fois que vous remplacez l'illusion du dôme plat par la réalité tridimensionnelle, la conversation change. Elle cesse d'être une question de curiosité ou d'imagination. Elle devient une question de savoir si une civilisation, où que ce soit, peut de manière significative traverser des écarts mesurés non pas en kilomètres, non pas en millions de kilomètres, mais en milliers de milliards de kilomètres. Et ce n'est que le début. La distance à elle seule ne rend pas quelque chose impossible. On peut traverser un océan si l'on est prêt à voyager assez longtemps. On peut faire le tour d'une planète si l'on a l'endurance. En principe, on pourrait même dériver entre les étoiles si l'on acceptait d'attendre des dizaines de milliers d'années. Mais il y a une raison pour laquelle les discussions sérieuses sur le voyage interstellaire ne se concentrent pas sur la dérive. Elles se concentrent sur la vitesse. Car la seule façon de réduire un voyage de l'échelle des temps géologiques à quelque chose qui s'inscrit dans la durée de vie d'une civilisation, c'est la vélocité. Et la vélocité aux échelles interstellaires s'accompagne d'un prix énergétique si sévère qu'il transforme la distance d'un inconvénient en un mur. Pour comprendre cela, commençons par quelque chose de modeste. Imaginez une sonde robotique pesant 1000 kg, environ la masse d'une petite voiture comme une Renault Clio. Pas d'équipage, pas de système de support de vie, pas de gravité artificielle, juste des instruments, une source d'énergie, un système de communication et une structure. Maintenant, posez une question simple. Combien d'énergie faut-il pour accélérer cette sonde à 10% de la vitesse de la lumière?
10% de la vitesse de la lumière représente environ 30 000 km par seconde. À cette vélocité, vous pourriez voyager de la Terre à la Lune en moins de 13 secondes. Cela semble rapide parce que ça l'est. Mais même à 10% de la vitesse de la lumière, le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, est encore à plus de 40 ans de voyage. L'énergie cinétique requise pour accélérer une sonde de 1000 kg à cette vitesse est d'environ 4,5 fois 10 puissance 17 joules. Ce nombre ne signifie pas grand-chose sans contexte. Alors comparons-le à quelque chose de familier. Une grande centrale nucléaire produit environ 1 gigawatt de puissance. Sur une année entière, cette centrale génère environ 3 fois 10 puissance 16 joules d'énergie. Accélérer notre petite sonde à 10% de la vitesse de la lumière nécessiterait plus d'une décennie de la production totale de cette centrale, consacrée entièrement à un seul lancement. Et c'est seulement l'accélération. Si vous voulez que la sonde ralentisse en atteignant sa destination, au lieu de passer devant l'étoile en quelques heures à une vitesse vertigineuse sans pouvoir s'arrêter, vous devez fournir la même quantité d'énergie en sens inverse. La facture énergétique double. Vous avez besoin de toute cette énergie une deuxième fois, juste pour vous immobiliser à l'arrivée. Mettons ces chiffres en perspective d'une autre manière. La France consomme environ 500 TWh d'électricité par an. C'est la consommation d'un pays de 68 millions d'habitants, avec toutes ses industries, ses transports électriques, ses hôpitaux, ses foyers. L'énergie nécessaire pour accélérer notre petite sonde de 1000 kg à 10% de la vitesse de la lumière correspond à environ un quart de la consommation électrique annuelle de la France entière. Un quart de la production nationale. Pour une sonde de la taille d'une voiture. Sans même compter le freinage. Maintenant, augmentez la masse. Remplacez la petite sonde par un vaisseau capable de transporter ne serait-ce qu'un équipage minimal. Ajoutez un blindage contre les radiations, des systèmes de support de vie, un renforcement structurel, du matériel de navigation, des dispositifs de communication, des systèmes de redondance. La masse grimpe de 1000 kg à peut-être des centaines de milliers ou des millions de kilogrammes. L'exigence énergétique s'accroît proportionnellement à la masse. Multipliez la masse par 1000 et vous multipliez l'énergie par 1000. Ce n'est pas une inefficacité technologique, c'est de la physique. C'est aussi fondamental et aussi incontournable que la gravité ou la vitesse de la lumière. Aucune ingéniosité ne peut contourner cette relation. Vous pouvez construire un moteur parfait, avec un rendement de 100%, et vous seriez toujours confronté à cette réalité mathématique. L'énergie cinétique augmente avec le carré de la vélocité. Doubler la vitesse et l'énergie requise quadruple. Approchez de la vitesse de la lumière et les effets relativistes commencent à dominer. La masse effective de l'objet augmente. Chaque incrément supplémentaire de vitesse exige de manière disproportionnée plus d'énergie que le précédent. À 90% de la vitesse de la lumière, l'énergie requise n'est pas 9 fois supérieure à celle à 30%. Elle est considérablement plus grande. À 99%, elle devient extrême. À 100%, elle devient infinie. Ce mot n'est pas rhétorique. Selon la relativité restreinte, accélérer un objet massif à la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie. Une énergie infinie ne peut pas être générée. Les fusées chimiques sont immédiatement éliminées. Leurs vitesses d'éjection sont trop basses. L'équation de Tsiolkovsky, du nom du scientifique russe qu'il a formulée au début du XXe siècle, garantit que les besoins en carburant augmentent exponentiellement avec la vitesse désirée. Ce n'est pas une augmentation graduelle, c'est une explosion mathématique. Pour atteindre 1% de la vitesse de la lumière, une fusée chimique devrait emporter un rapport de masse si extrême que le carburant nécessaire dépasserait la masse de la Terre. Pour atteindre 10%, les chiffres deviennent si absurdes qu'ils n'ont même plus de signification physique. Atteindre ne serait-ce qu'une petite fraction de la vitesse de la lumière en utilisant la propulsion chimique nécessiterait plus de propergol qu'il n'en existe sur Terre.
la fission nucléaire améliore légèrement la situation. La fusion nucléaire l'améliore davantage. Mais ni l'une ni l'autre ne change la relation fondamentale entre masse, vélocité et énergie. Elles fournissent simplement des moyens plus énergétiques de payer la même facture. Même l'antimatière, le carburant le plus dense en énergie théoriquement possible, n'efface pas le coût. L'annihilation matière-antimatière convertit la masse directement en énergie, selon l'équation d'Einstein E égale mc². C'est la réaction la plus efficace autorisée par la physique. Et elle n'est toujours pas suffisante pour rendre le voyage interstellaire trivial. Pour accélérer un vaisseau spatial modeste à une fraction significative de la vitesse de la lumière en utilisant de l'antimatière, il faudrait des quantités bien au-delà de tout ce que l'humanité a jamais produit. En fait, la quantité totale d'antimatière jamais créée en laboratoire, y compris au CERN près de Genève, où travaillent des centaines de physiciens français, représente moins qu'un grain de poussière. En plus de 60 ans d'expérience utilisant les accélérateurs de particules les plus puissants jamais construits, l'humanité a produit à peine quelques nanogrammes d'antimatière. Produire même un seul gramme consommerait des ressources extraordinaires. Probablement plus d'énergie que la France entière n'en produit en plusieurs années. Portez cela aux centaines ou milliers de kilogrammes nécessaires pour une mission interstellaire significative et les chiffres deviennent si extrêmes qu'ils sortent de toute discussion pratique. Certains proposent des méthodes de propulsion externe pour contourner le besoin de carburant embarqué. Les voiles solaires propulsées par laser en sont un exemple. Un réseau de lasers puissants projette de l'énergie sur une voile réfléchissante, poussant le vaisseau spatial en avant sans transporter son propre propergol. En théorie, cela supprime la pénalité exponentielle de l'équation de la fusée. En pratique, cela introduit une barrière différente. Pour accélérer même une sonde légère à une fraction de la vitesse de la lumière, il faudrait des réseaux de lasers produisant une puissance comparable à la production électrique de nations entières. Le projet Breakthrough Starshot, lancé en 2016, envisage d'envoyer des sondes de quelques grammes vers Alpha du Centaure en utilisant exactement ce principe. Mais même pour ces minuscules voiles de quelques grammes, la puissance laser requise atteint des centaines de gigawatts, soit plusieurs fois la capacité de production électrique combinée de la France et de l'Allemagne, concentrée dans un faisceau laser pendant quelques minutes seulement. Et ces sondes ne pourraient transporter que des instruments rudimentaires. Pas de caméra haute résolution, pas de système de freinage. Elles traverseraient le système Alpha du Centaure en quelques heures sans pouvoir s'arrêter, comme une balle tirée à travers une pièce. Et un tel système ne peut que pousser. Il ne peut pas décélérer l'engin à sa destination, à moins qu'un réseau de lasers tout aussi massif n'ait déjà été construit là-bas. Ce qui suppose que quelqu'un a déjà fait le voyage. Chaque concept de propulsion, quand il est examiné de près, converge vers la même conclusion. Le voyage interstellaire exige des dépenses énergétiques qui ne sont pas simplement importantes. Elles sont d'échelle civilisationnelle. Et l'énergie ne concerne pas seulement la disponibilité, elle concerne l'allocation. Même une civilisation très avancée, capable d'exploiter la production totale de son étoile, ce que les physiciens appellent une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, doit décider comment distribuer cette puissance. Alimenter des villes, maintenir des écosystèmes, faire fonctionner des systèmes informatiques, entretenir des infrastructures, détourner une fraction significative de la production stellaire pour accélérer un seul vaisseau pendant des décennies n'est pas anodin. Même à cette échelle, cela représente un engagement comparable à la redirection de ressources planétaires vers un seul projet sans garantie de succès. Et c'est seulement pour une mission. Explorer systématiquement, visiter des dizaines ou des centaines de systèmes stellaires multiplierait cette demande énergétique encore et encore. Plus important encore, une énergie plus grande ne modifie pas la limite de vitesse. Elle ne supprime pas les contraintes relativistes. Elle ne rend pas la galaxie plus petite. Elle permet simplement de payer le même prix non négociable de manière plus confortable. Les lois gouvernant le mouvement ne se relâchent pas pour l'intelligence. Une civilisation extraterrestre de millions d'années
plus avancée que la nôtre, fait face aux mêmes équations. Elle peut améliorer l'efficacité. Elle peut réduire le gaspillage. Mais elle ne peut pas réduire l'énergie minimale requise pour déplacer une masse donnée à une vitesse donnée. Ce minimum est fixe. Il est déterminé par la masse du vaisseau et la vitesse de la lumière. Aucune percée d'ingénierie ne change cette relation. Aucune innovation ne la baisse en dessous du plancher fixé par la physique. C'est le deuxième mur. Et il est peut-être encore plus impitoyable que le premier. Le premier mur, celui de la distance, est passif. Il est simplement là. Il ne fait rien. Il ne consomme rien. Il existe comme un fait géométrique de la galaxie. Le deuxième mur est actif. Il exige un paiement. Il prélève un tribut sur chaque kilogramme de matière que vous souhaitez déplacer et sur chaque kilomètre par seconde que vous souhaitez atteindre. Et ce tribut est non négociable. Il est inscrit dans les équations fondamentales de la physique, les mêmes équations qui décrivent la lumière des étoiles, la chaleur du soleil et la structure de la matière elle-même. La distance définit jusqu'où ils doivent voyager. L'énergie définit s'ils peuvent voyager assez vite pour que cela ait de l'importance. Et quand vous combinez les deux, quand vous calculez l'énergie requise pour traverser des centaines ou des milliers d'années-lumière pendant la durée de vie d'une civilisation, vous rencontrez des nombres qui ne défient pas simplement l'ingénierie. Ils défient la faisabilité elle-même. Car le voyage interstellaire n'est pas juste un voyage. C'est une transaction énergétique d'une ampleur qui met à rude épreuve même l'imagination des civilisations avancées. Et l'univers n'offre pas de réduction. Il n'accorde pas de rabais pour l'ingéniosité. Il ne récompense pas la persévérance par une exemption des lois fondamentales. Il applique les mêmes équations à une fusée chimique et à un moteur hypothétique propulsé par l'antimatière. La facture change de montant, mais elle ne disparaît jamais. Imaginez que les défis d'ingénierie ont été résolus. Les ressources ont été rassemblées. Le vaisseau a été construit et propulsé à une fraction significative de la vitesse de la lumière. L'étoile d'origine rétrécit derrière lui. L'étoile de destination reste un point distant devant. Maintenant, le facteur limitant n'est plus la distance, c'est la durée. Le temps entre en scène non pas comme un ennemi visible, mais comme une force d'usure lente et inexorable. Il ne se manifeste pas par un événement catastrophique. Il se manifeste par l'accumulation de petites dégradations, de petits glissements, de petites pertes qui s'additionnent jusqu'à devenir insurmontables. À 10% de la vitesse de la lumière, le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, est à plus de 4 décennies de voyage. C'est la cible la plus proche possible. Une civilisation légèrement plus éloignée, à 100 années-lumière de distance, nécessiterait un voyage de 1000 ans. À 500 années-lumière, le temps de trajet s'étend à 5000 ans. À 1000 années-lumière, 10 000 ans s'écoulent avant l'arrivée. Il y a 10 000 ans sur Terre, l'écriture n'avait pas encore émergé. Les grottes de Lascaux, avec leurs peintures rupestres extraordinaires, avaient déjà été abandonnées depuis des millénaires. Les premiers villages permanents commençaient à peine à apparaître au Proche-Orient. Les monuments les plus anciens qui survivent aujourd'hui, comme les structures mégalithiques de Karnak en Bretagne, sont plus jeunes que cela. Des langues entières sont apparues et ont disparu en des intervalles bien plus courts. Le latin, langue de l'Empire romain, est né, a dominé l'Europe, puis s'est fragmenté en français, espagnol, italien et d'autres langues romanes en moins de 2000 ans. Aucune civilisation que nous connaissons n'est restée culturellement ou politiquement stable à travers de tels intervalles. Les institutions se fracturent, les gouvernements s'effondrent, les connaissances scientifiques se perdent et se redécouvrent. La bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Des techniques de construction romaines ont été oubliées pendant des siècles avant d'être retrouvées à la Renaissance. Un voyage interstellaire durant des millénaires doit survivre à plus de temps que la société qui l'a lancé n'en a probablement jamais connu. Une réponse proposée est le vaisseau générationnel. Un vaste habitat autonome transportant une population assez grande pour se reproduire
et maintenir la diversité génétique à travers les siècles. L'équipage original n'arriverait pas. Ses descendants le feraient. Mais maintenir un écosystème fermé pendant des milliers d'années n'est pas une extension progressive du vol spatial existant. C'est une catégorie de problèmes entièrement différente. Chaque molécule d'oxygène doit être recyclée. Chaque goutte d'eau doit être purifiée et réutilisée indéfiniment. Les systèmes agricoles doivent fonctionner continuellement, sans remise à zéro saisonnière, sans renouvellement du sol par les cycles planétaires, sans apport extérieur. Même sur Terre, avec la gravité, la lumière du Soleil et l'influence stabilisatrice d'une biosphère planétaire, les systèmes écologiques entièrement fermés ont eu du mal à rester en équilibre pendant plus que de courtes périodes expérimentales. On pense au projet Biosphère 2 en Arizona qui a rencontré des problèmes critiques en seulement 2 ans. Les niveaux d'oxygène ont chuté de manière dangereuse. Les cafards ont proliféré. Les pollinisateurs sont morts. Et cela se passait sur Terre, avec la possibilité d'ouvrir les portes en cas d'urgence. Dans un vaisseau générationnel, il n'y a pas de porte vers l'extérieur. Il n'y a que le vide. De petits déséquilibres chimiques s'accumulent au fil des décennies. Les populations microbiennes changent de manière imprévisible. Un champignon parasite qui se développe un peu trop vite. Une bactérie essentielle au cycle de l'azote qui mute et perd son efficacité. Des traces de composés toxiques qui s'accumulent dans le sol artificiel génération après génération. Chacun de ces problèmes serait gérable sur une échelle de quelques années. Sur des siècles, ils deviennent existentiels. Étendez ce système à travers des siècles dans le vide spatial, exposé aux radiations et sans correction extérieure, et la probabilité de défaillance augmente régulièrement. Les systèmes mécaniques ajoutent une autre couche de fragilité. Les métaux se fatiguent, les joints se dégradent. Les composants électroniques subissent des dommages par radiation à l'échelle atomique. Même des composants hautement fiables finissent par céder sous un stress constant. Sur Terre, nous remplaçons, nous réparons, nous reconstruisons. Nos infrastructures sont constamment renouvelées. Un pont en acier a une durée de vie d'environ 1 siècle avant de nécessiter un remplacement majeur. Une centrale nucléaire fonctionne pendant 40 à 60 ans avant d'être démantelée. Un satellite en orbite dure une quinzaine d'années avant que ces systèmes ne se dégradent au point de devenir inutilisables. Nous acceptons ces durées de vie parce que nous avons accès à des matériaux de remplacement, à des usines de fabrication, à des chaînes d'approvisionnement mondiales. Un vaisseau interstellaire n'a rien de tout cela. Il doit emporter tout ce dont il aura besoin pendant des millénaires, ou être capable de tout fabriquer à partir de rien. Les mathématiques de la fiabilité sont impitoyables. Un système ayant 99,9% de chances de survivre chaque année fait face à des probabilités écrasantes de défaillance sur 10 000 années consécutives. Faisons le calcul. 99,9% de fiabilité annuelle signifie une chance sur 1000 de tomber en panne chaque année. Sur 1000 ans, la probabilité de survivre sans panne tombe à environ 37%. Sur 10 000 ans, elle tombe à un nombre si proche de zéro qu'il est fonctionnellement impossible. Et cela ne concerne qu'un seul système. Multipliez ce risque à travers des milliers de systèmes interdépendants et la probabilité de fonctionnement ininterrompu approche de zéro de manière vertigineuse. La redondance réduit le risque, mais la redondance augmente la masse. L'augmentation de masse augmente les besoins de propulsion. Les besoins de propulsion augmentent la complexité du système. La complexité introduit de nouveaux points de défaillance. Les défis se composent plutôt que de s'annuler. Au-delà de la biologie et de la mécanique se trouve la sociologie. Une société confinée dans un vaisseau pendant des générations évoluerait en isolement. La dérive culturelle serait inévitable. Le but de la mission changerait à mesure que les souvenirs du monde d'origine s'estomperaient dans l'histoire lointaine. Les enfants nés à bord du vaisseau ne vivraient pas le départ comme un sacrifice. Pour eux, le vaisseau serait la normalité. L'étoile de destination ne serait pas un retour au foyer. Ce serait une directive abstraite héritée de personnes mortes depuis longtemps.
Les structures politiques changeraient. Le leadership traverserait des crises et des réformes. Des conflits surgiraient autour des ressources, de l'idéologie, de l'autorité. L'histoire humaine démontre que même dans des conditions planétaires stables, les sociétés restent rarement cohésives pendant des périodes prolongées. Pensez aux empires qui se sont succédés en Europe, des Romains aux Carolingiens, des monarchies absolues aux républiques. La France elle-même a connu 5 républiques, 2 empires, une restauration monarchique et une commune révolutionnaire en moins de 250 ans. Aucun système politique n'a traversé les millénaires intacts. Comment un vaisseau générationnel pourrait-il maintenir une gouvernance stable pendant 10 000 ans quand aucune nation terrestre n'y est parvenue pendant ne serait-ce qu'un millénaire? Un vaisseau générationnel amplifie ces pressions. Il n'y a pas de partenaires commerciaux extérieurs, pas d'immigration, pas d'expansion. Les niveaux de population doivent être soigneusement contrôlés. Une famine causée par un dysfonctionnement agricole n'est pas locale. Elle est globale au sein du vaisseau. Sur des siècles, la tension psychologique du confinement seule devient significative. Le temps érode aussi la connexion avec la civilisation d'origine. Une mission voyageant à 1000 années-lumière à 10% de la vitesse de la lumière nécessite 10 000 ans pour arriver. Pendant cet intervalle, la civilisation qui l'a lancée continue de changer. Les technologies avancent. Les valeurs culturelles évoluent. Des espèces entières peuvent modifier leur biologie par l'évolution ou l'ingénierie génétique. La société qui a lancé la mission peut s'effondrer, fusionner en quelque chose de nouveau ou disparaître entièrement. Au moment où les voyageurs arrivent, ils représentent une version de leur civilisation qui n'existe plus. La communication ne comble pas ce fossé. Les signaux voyagent à la vitesse de la lumière. Un message envoyé à travers 1000 années-lumière met un millénaire à arriver. Une réponse nécessite un autre millénaire. Chaque échange s'étend sur 2000 ans. À cette échelle, le dialogue est fonctionnellement impossible. Les mises à jour techniques, les directives politiques, même un simple réconfort arrive des siècles trop tard. Le vaisseau devient autonome dès que le délai de communication dépasse la pertinence pratique. La dilatation relativiste du temps offre un soulagement partiel aux voyageurs. Aux vélocités approchant celles de la lumière, le temps passe plus lentement à bord par rapport aux observateurs stationnaires. Un équipage voyageant à 90% de la vitesse de la lumière expérimente le temps à moins de la moitié du rythme de ceux au repos. Mais une dilatation temporelle significative requiert des vélocités extrêmes, et des vélocités extrêmes exigent une énergie extrême. Plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus la courbe énergétique